Donc, bonjour, M. Brosseau. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour notre rencontre concernant les affaires de la boulangerie Brosseau. Donc, c'est avec un grand plaisir que mon équipe, composée d'Élisabeth, Émilie, ainsi que moi-même, Dominique, vous accompagnerons lors de la résolution des petits enjeux qui nous avaient été communiqués auparavant. Donc, sans plus tarder, passons tout de suite à l'ordre du jour des sujets qui seront abordés aujourd'hui. Donc, au programme aujourd'hui, on va débuter avec les mandats qui nous ont été confiés. On va poursuivre avec un bref survol de l'entreprise, les enjeux non financiers et les problèmes et questionnements comptables qui nous ont été communiqués. Ensuite, nous terminerons avec une petite conclusion pour conclure le tout. Donc, tout d'abord, les mandats qui nous ont été confiés, c'est d'éclairer, vous, M. Brosseau, sur différents enjeux comptables. Donc, c'est les petits questionnements qui nous avaient été communiqués de votre part. Ensuite, c'était d'établir les impacts de ces enjeux-là sur les états financiers de l'année qui venait de terminer. Et ensuite, c'est de répondre à tous les autres questionnements de la direction, si jamais il y en avait. Donc, pour faire un bref survol de l'entreprise, juste remettre les choses en perspective. Donc, la fin d'année, le 31 décembre, c'est-à-dire que la date de clôture est passée, donc l'état financier vient de terminer. Ensuite, c'est une société à capital fermé, donc on utilise le référentiel des NCECF. On est aussi en stade de croissance, donc on a beaucoup d'affaires au niveau de la croissance de l'entreprise. C'est super, on est super content de faire partie de cette génération qui est à venir de tout ce qui va croître dans l'entreprise, la boulangerie Brosseau. Et c'est pour ça que nous, on est venu travailler avec vous, étant donné que la culture de l'entreprise nous semble remarquable. Notre équipe et moi sommes super fiers de faire partie de l'équipe et de la famille Brosseau. Donc, je vais passer tout de suite aux enjeux non financiers. Donc, le premier enjeu non financier était au niveau des référentiels. On se posait la question si on ne devait pas avoir une petite transition au niveau des IFRS. Présentement, on applique le référentiel des NCECF, donc les entreprises à capital fermé. Donc, c'est sûr que la transition vers les IFRS, ça peut être une option envisageable. Par contre, il y a certains avantages et désavantages d'une telle transition. Donc, d'abord, les avantages, c'est certain que ça propose une entrée de fonds importante. Par contre, pour nuancer un petit peu, il y a d'autres solutions envisageables. Dans une autre rencontre avec vous, il serait très important de vérifier les avantages, par exemple, du financement externe ou du financement interne. Il y a plusieurs solutions à ce niveau-là. On n'a qu'à penser à la dette qu'on peut contracter au niveau des institutions financières ou bien, comme vous aviez demandé, peut-être du financement externe au niveau des marchés boursiers. Donc, ça reste à voir lors d'une prochaine rencontre. Pour poursuivre avec les inconvénients, donc c'est sûr que le transfert en IFRS pour demander, par exemple, du financement externe, c'est sûr qu'on perd une perte de contrôle. Donc, c'est sûr que quand on passe au marché financier pour se financer, c'est une partie des actions de la compagnie qu'on vend contre la rémunération qui s'en vient. Ensuite, c'est sûr que ça complexifie beaucoup les tâches administratives. Donc, ça demande beaucoup de paperasse, ça demande des employés compétents qui réalisent tout ça. Donc, c'est vraiment y penser au niveau des tâches administratives. Là, ça devient vraiment lourd. Ensuite, ça vient avec les coûts associés. Donc, plus de temps, c'est plus d'argent. Et ensuite, il faut mentionner que les IFRS sont beaucoup plus demandantes que les NCECF au niveau de la précision des normes comptables. Donc, pour l'instant, on ne vous recommande vraiment pas la transition vers les IFRS, étant donné que les inconvénients sont plus importants que les avantages selon la situation de l'entreprise. Donc, si éventuellement on croit beaucoup dans les prochaines années, ça serait peut-être important de faire une rencontre subséquente afin de réévaluer la situation dans un futur à moyen terme. Ensuite, on nous a fait part de risques potentiels d'ouverture de la franchise. Donc, on avait des petites questions à ce niveau-là. Donc, c'est sûr que d'ouvrir des franchises, ça fait perdre le contrôle sur l'image de marque, la réputation et la qualité des produits. Donc, d'ouvrir des franchises, c'est de faire entrer de nouveaux gérants dans l'entreprise qui n'ont peut-être pas la même vision que nous. C'est eux qui gèrent leur propre immeuble, leurs propres revenus. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la qualité, il faut s'assurer d'avoir des personnes de compétences à qui on vend pour s'assurer le respect de la marque et de la réputation, étant donné que nous, c'est la grande force de l'entreprise, la boulangerie. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut garder. Ensuite, c'est sûr que d'ouvrir des franchises, ça propose certains problèmes administratifs et légaux. Donc, c'est de la paperasse, c'est du temps à mettre là-dessus. Donc, il peut y avoir un risque d'erreur à ce niveau-là. Ensuite, il y a une perte de contrôle sur la santé financière. Donc, comme on a mentionné plus tôt, d'ouvrir une franchise, ça devient une sorte d'indépendance à cette franchise-là. Donc, on perd un petit peu le contrôle au niveau de la santé financière. Donc, on est moins touché un petit peu par tout ce qui est l'aspect financier géré par la franchise elle-même. Et ensuite,
On a des risques concernant la trésorerie parce que vous nous avez mentionné qu'on fait des prêts aux franchisés et que certains prêts là, ont eu de la misère là, à se faire rembourser. Donc, ça serait à voir, peut-être que ça peut causer un risque important là, dans le futur. Ça serait à voir lors d'une prochaine rencontre également. Donc, ensuite, on avait des questionnements là, concernant l'évaluation de la performance des franchises. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, c'est la mise en place d'objectifs financiers et non financiers. C'est bien important de balancer les deux, étant donné que 101, ça peut transférer les objectifs seulement, c'est ça d'un côté. Souvent, on a tendance à prioriser les ratios financiers et les objectifs financiers comme mesure de la performance. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment, vraiment important de balancer ça avec des objectifs non financiers. Si on parle des niveaux de satisfaction des clients, du nombre d'entretiens d'équipement, des petits ratios comme ça, des petits chiffres comme ça qui nous font voir l'ensemble des objectifs là, sur toute la surface de l'entreprise. Ensuite, nous, ce qu'on vous conseille, c'est peut-être d'optimiser le système de rémunération pour inciter les franchisés. Donc, ici, on parle de bonus qui serait, encore une fois, basé sur à la fois les objectifs financiers et non financiers. Donc, c'est vraiment important, là, encore une fois, d'avoir les deux pour avoir une situation juste là, de l'entreprise. Ensuite, ce serait peut-être bien aussi d'offrir des options, un programme d'options d'achat d'actions. Donc, ici, c'est vraiment que les gérants ou la direction des franchisés aient les mêmes valeurs, les mêmes intérêts que nous. Donc, pour encore une fois, à créer de la valeur là, dans le même sens que ce que l'on veut. Ensuite, c'est certain que c'est quand même important d'évaluer les entreprises. Ça peut se faire à l'externe, par exemple, donc d'employer des experts en standardisation, ou des clients mystères. Donc, ici, c'est vraiment là, des gens externes qui vont venir permettre de nous aider à évaluer là, les franchisés. Et bien certainement, on vous recommande de faire de la formation régulière. Là. Ça, c'est un gros classique, mais sans oublier qu'il faut le faire absolument. Ensuite, donc, on a des petites recommandations sur la gouvernance. Ici, on n'a pas répertorié de problème. C'était seulement là pour améliorer certains points qu'on a vus. Donc, ici, dans l'optique qu'on continue la croissance là, à ce niveau-là, ça serait bien de continuer là, la séparation des tâches, étant donné que vous avez un lien familial avec Mme Brosseau, la propriétaire. Donc, ça serait vraiment important là, de séparer les tâches afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt là, à ce niveau-là. Donc, ici, c'est séparer les tâches puis optimiser le contrôle interne afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Donc, je vais laisser mes collègues poursuivre avec les problèmes comptables. Alors, on peut débuter tout de suite avec la diapositive suivante. Le premier problème comptable qu'on a repéré, en fait, c'est au niveau du contrat de location pour les nouveaux fours acquis, les 20 nouveaux fours pour les entreprises. Donc, selon les normes, il y a deux choix de comptabilisation d'un contrat de location, soit un contrat de location acquisition ou de financement. Les critères à répondre pour le preneur, la première, c'est s'il y a une option d'achat au prix de faveur. La durée du contrat de location est supérieure à 75 de la vie utile du bien. Et le troisième critère, la valeur des paiements futurs représente 90 ou plus de la valeur du bien. Donc, en l'espèce, on n'a pas d'option au prix de faveur. La durée du contrat de location est de 10 ans. Puis la durée totale du bien est de 15 ans, donc ça ne respecte pas le critère de 75 cependant, on a le troisième critère qui est respecté, soit la valeur des paiements futurs. Ici, ça représente plus de 100 donc 114 du prix de 15 000 en fait. Là, la valeur des paiements est supérieure aux 15 000 On peut passer à la diapositive suivante. Donc ici, on va comptabiliser à l'actif le bien loué pour le contrat de location-acquisition. Puis on va créer une obligation de l'autre côté de la valeur actualisée des paiements que vous allez avoir à effectuer dans les 10 prochaines années. Pour ce qui concerne les charges d'entretien, on va vraiment les passer à l'état des résultats en charge. Puis on va diminuer l'encaisse ou le compte client, là, dépendamment. Ensuite, pour les prêts problématiques aux franchisés, en fait, comme vous en avez parlé, il y a un franchisé qui est en défaut de paiement sur la portion de capital, mais c'est surtout lui là, qui n'a effectué aucun paiement à ce jour qui est très problématique. Selon la norme NCCF 3856,
Le prêt, évidemment, pour nous, c'est un actif financier comptabilisé au coût. Puis, pour juger la dépréciation d'un actif financier, on y va selon le plus élevé des trois montants qui est affiché ci-dessous, donc la valeur actualisée des flux monétaires autour du marché, prix qu'elle pourrait obtenir la vente ou la valeur de réalisation des biens affectés en garantie, puisque, dans le fond, en garantie, il y avait tous les équipements là, pour les franchisés, une valeur de 50 000 $. Donc, c'est vraiment le plus élevé de ces trois montants-là. Donc, c'est du montant qu'on va venir déprécier la perte sur l'actif financier. Évidemment, nous, on vous conseille de comptabiliser une perte. Là, si jamais là, vraiment vous voyez que la franchise ne sera pas dans l'obligation ne pourra pas se mettre à ses obligations, donc ne sera pas capable de payer. Mais c'est à définitivement avoir une conversation avec elle. Sinon, ça va être justement l'écriture à passer dans les livres de l'entreprise. Des recommandations par rapport à ça, c'est vraiment de soit demander aux franchises par affaire avec des institutions financières qui diminuent les risques pour l'entreprise, clarifier les attentes aussi puis les conditions de paiement via un contrat très clair pour justement éviter de se poser des questions par rapport à est-ce que le franchisé est en défaut de paiement, est-ce que c'est le temps de radier l'actif. Et aussi prendre une garantie personnelle sur le franchisé, donc publication d'une hypothèque au RDPRM. Ça serait aussi une autre façon là, de s'assurer que l'actif il serait recouvable. Ensuite, on nous a mentionné qu'il y avait un vieux four qui avait été mis au rencard pour une valeur de 225 $. Donc, comment on comptabilise ça? En fait, le vieux four, c'était une immobilisation. Bien sûr, puisque maintenant, il ne sert plus à rien, il ne répond plus aux critères de la norme des immobilisations, puisqu'il n'est plus destiné à être utilisé dans le cours des activités de l'entreprise. Également, une immobilisation, c'est un actif. Puisqu'il ne procure plus d'avantages économiques futurs, on ne peut plus le garder dans nos actifs. Donc, pour l'entreprise, on vous conseille de complètement radier l'immobilisation puisque sa valeur est trop minime. Donc, on va créer une charge de dépréciation d'actifs de la valeur qui restait, de la valeur nette de l'immobilisation, en fait, là, 2 900 $. Puis, on va créditer l'immobilisation au complet. Puis, pour qu'est-ce qui est du produit de disposition, on va seulement encaisser le produit, puis on va passer un produit à l'aide des résultats de 225 $. On vous conseille des petites recommandations pour les franchisés, pour s'assurer que les nouveaux fours, il n'y ait pas de désuétude qui se fait plus rapidement. On vous suggère de faire un suivi régulier de l'entretien qui se fait sur les nouvelles machines, puis faire des visites concernant la salubrité, puis comment que ça fonctionne dans vos franchises. Aussi, il y avait des autres anciens fours conservés de manière préventive, mais le problème, c'est que en fait, ils ne servent vraiment plus pour vendre des produits. Et comme la définition d'une immobilisation le dit, c'est des actifs qui sont destinés à être utilisés dans le cours des activités de l'entreprise et qui sont acquis en vue d'être utilisés de façon durable et pas destinés à être vendus. Donc, évidemment, ça ne répond pas aux critères des immobilisations puisque ce n'est pas utilisé pour créer des produits parce qu'ils sont désuets. Donc, allant à la deuxième diapositive, c'est donc une radiation qu'on va devoir faire de ces fours-là. Donc, faire une charge ou bien vraiment, si jamais la valeur recouvrable, on pense qu'il y a quand même une petite valeur, on pourrait vendre à un certain prix, vient diminuer l'actif du montant recouvrable qu'on va capable de faire avec le four. Ensuite, on nous a mentionné qu'il y avait un litige avec la pâtisserie Les 1000 Gâteaux. En fait, c'est un actif éventuel puisqu'on a un professionnel, soit notre conseiller juridique, qui nous a dit que c'était possiblement, c'est pas probable qu'on aille un montant d'argent par rapport à ce litige-là. Donc, les normes nous disent qu'un actif éventuel, c'est un actif potentiel qui va résulter d'événements futurs qu'on n'a pas le contrôle dessus. Comment on les comptabilise? En fait, on peut seulement comptabiliser un actif éventuel quand c'est quasi certain de se matérialiser.
Toutefois, quand ça crée un gain pour l'entreprise, ce qui est le cas en l'espèce, ça ne doit jamais être comptabilisé au bilan puisque ça pourrait induire les utilisateurs des états financiers. On verrait un gros produit alors que ça ne s'est pas encore matérialisé. Donc ici, on vous suggère aucune écriture pour l'instant. On vous suggère seulement d'ajouter une note aux états financiers qui fait mention des montants possiblement recouvrables, puis de la situation qui se passe. On vous recommande aussi, pour éviter qu'il y ait d'autres litiges de la sorte qui se produisent, de peut-être garder les recettes dans un endroit sécuritaire, en fait, barré, pour qu'il n'y ait pas pour plus qu'il y ait d'employés qui aient accès à ça, puis qui donnent ça à un compétiteur. Donc, il y aurait peut-être des procédures à changer à ce niveau-là. Concernant la comptabilisation active des services de traiteur, évidemment, c'est pas sur une comptabilité de caisse qu'on doit comptabiliser ces revenus-là, mais plutôt sur une comptabilité d'exercice. Donc, selon NCCF 3400, les critères pour comptabiliser une vente, c'est que le premier critère, dans le fond, qui n'était pas respecté ici, c'est que surtout les risques et les avantages importants inhérents aux biens, donc aux services, n'ont pas été totalement transférés à l'acheteur, c'est-à-dire les produits n'ont pas été livrés encore. Puis tous les deux autres critères là, concernant le montant de la contrepartie, là, ça c'est très bien parce que puisque les clients ont déjà payé d'avance, mais c'est surtout concernant les services non rendus là, qui étaient pour le 1er janvier. Donc, passant à la diapositive suivante, évidemment, l'impact sur les états financiers, c'est qu'on va devoir retirer ces ventes-là appartenant à l'exercice 2021. Donc, passer cette écriture-là là, qui réduit des ventes qui ont été comptabilisées dans l'exercice 2020 alors qu'ils devraient être comptabilisés dans l'exercice 2021. Ensuite, on nous a mentionné également que le maire de Sherbrooke nous avait fait un don qui se séparait en fait en deux parties, soit une partie d'immobilisation d'équipement, puis l'autre complètement en argent. Donc, la norme des produits de NCCF nous dit que pour comptabiliser un produit, tous les risques et avantages importants à la propriété ont été transférés, ce qui est le cas en l'espèce. On est capable de mesurer le montant qu'on a reçu, ce qui est le cas en l'espèce. On nous a mentionné les montants dans le petit texte. Puis, on sait le moment où ça s'est passé. En fait, c'est dans l'exercice de 2020. Donc, ici, on va comptabiliser à l'encaisse le produit de 5 000 $ qui nous a été versé. Puis, en immobilisation, on va ajouter les équipements qui nous ont été donnés. Puis, au crédit, on va passer ça comme produit de don. Aussi, il faut mentionner, par exemple, que l'écriture d'encaisse de 5 000 $ est conditionnelle à ce que le 5 000 $ soit utilisé dans l'entreprise et non personnellement pour Mme Brosseau. Là. Ça va être à Émilie la prochaine. Pour la comptabilisation des paiements des redevances lors d'ouverture des franchises, donc pour les NCCF, encore pour comptabiliser des produits, donc c'est tous les risques et les avantages sont transférés. La mesure de la contrepartie est bien évidemment raisonnablement sûre et aussi l'exécution du recouvrement est raisonnablement sûre aussi. Donc, tous ces critères-là étaient remplis. Donc, on va passer à la diapositive suivante. Donc, on peut comptabiliser un revenu pour le produit des franchises, puisque aussi dans le rapport, il n'était pas mentionné que Mme Rousseau recevrait une partie, un pourcentage des profits de ces franchises-là. Donc, on a vraiment, on a pris pour acquis que ces franchises-là, vraiment, le produit, c'est les 150 000 et il n'y aura pas d'autres produits que ça. Donc, ça ne sera pas un actif pour l'entreprise, mais plutôt un produit. Donc, on passe cette écriture-là. Et puis, dans le fond, toutes ces écritures-là faisant en sorte que, évidemment, les actifs d'entreprise augmentent énormément dû justement à la somme de 150 000 fois les 13 autres franchises, le montant des 13 autres franchises vendues. Puis, évidemment, les revenus là, concernant ces franchises-là sont énormément augmenté de nos écritures. Puis, évidemment, le passif, c'est surtout par rapport au contrat de location-acquisition. Donc, reflétant un bénéfice qui est très bon pour l'entreprise. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est là toujours. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et on attend vos questions.